On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs et notamment avec Olivier Besancenot et Louis Alliot. On va écouter ce témoignage d'une commerçante des Gilets jaunes de Bergerac. Je vous rappelle que les Gilets jaunes refusent d'aller demain à Matignon pour discuter avec le Premier ministre. Et puis ensuite, cette séquence où on voit une députée de La République En Marche qui ne sait pas à combien se monte le SMIC. Écoutez. La goutte d'eau qui m'a fait descendre dans la rue à moi, c'est mon fils, qui a 19 ans aujourd'hui, qui est étudiant à Bordeaux et qui vient de recevoir une taxe d'habitation de 553 €. À savoir qu'il touche 318 € en tout et pour tout avec les bourses et les allocs et qu'il a un loyer de 435 €. Comment on peut donner une taxe pareille à des étudiants? Les étudiants, on devrait leur foutre la paix. La première chose qu'il m'a dit, mon fils, c'est « Maman, je vais arrêter mes études ». J'ai dit « Non, t'arrêtes pas tes études ». Vous imaginez une somme pareille pour un étudiant qui touche rien? Alors nous, on saigne aux 80 pour l'aider et nous, on est déjà surtaxés de partout. Et au bout d'un moment, on peut plus, quoi. On étouffe, on est en train de mourir, quoi. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, Madame la députée, Il a combien le SMIC? Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas. Mais vous vous rendez compte? Mais non, monsieur. Et après, vous dites que vous êtes représentatif du peuple. Vous savez pas combien il est le SMIC. Mais je sais que c'est difficile de vivre avec le SMIC. C'est hallucinant. Je sais, sauf que je sais qu'on augmente. On devrait vous faire passer un CAP pour être député. C'est hallucinant ce que j'entends. Vous voulez pas de techno qui ont réponse à tout. Moi, je vais vous dire, je suis vous pas savez sur la pas combien commission. il est le SMIC, madame? Louis Alliot, votre réaction à la fois au premier témoignage qu'on a entendu et à ce dernier. Oui, ce témoignage, c'est ce qu'on voit toutes les semaines dans nos permanences. Il y a des gens, ils n'arrivent plus, voilà, mais ils sont à l'euro près, si je puis dire, et même moins que cela, mais c'est ça que le gouvernement n'a pas compris. Et concernant les députés, c'est vrai qu'il y a bon nombre de députés, notamment En Marche, qui viennent je ne sais d'où, mais qui apparemment ne vivent pas dans le même monde que le nôtre. Ça ne concerne pas que le SMIC, sur plein d'autres sujets, c'est exactement pareil, mais de l'autre côté, vous avez un député LR qui ne connaissait pas le prix de l'essence, hein, monsieur Aubert, et qui a dit « Ah ben moi, c'est ma femme qui fait le plein. » D'accord, moi je fais le plein de ma voiture. Bon, en tout cas, ils ont été élus, ces députés. Ils ont tous été élus, ces députés de La République En Marche, Olivier Besancenot. Oui, mais enfin, il y a quand même un vice de d'abstention. fabrication depuis le départ. Mais ils ont été élus. 43% du corps électoral, avec un taux d'abstention record, avec des non-inscrits, et puis avec quand même pas mal de personnes qui ont été votées faute de mieux, qui se sentaient un peu pris au piège, face notamment à Marine Le Pen. Et d'ailleurs, le premier à le savoir, c'est Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, a procédé par ordonnance. C'est-à-dire qu'il avait tellement confiance dans sa légitimité démocratique qu'il n'avait même pas confiance dans sa propre assemblée parlementaire. Quel est le problème? C'est qu'il y a eu une grande illusion. C'est l'idée qu'on pouvait régler la crise structurelle de la Ve République avec du nouveau personnel. Et là, tout ça est en train de s'effriter sous nos yeux. Et on est en train de recomprendre que cette crise systémique de la Ve République réexplose, et c'est pour ça que c'est une crise sociale et politique à la fois. Donc, pour la régler, je pense d'abord et avant tout qu'il nous faut une victoire sociale, et une victoire sociale, ça implique d'en finir avec ces taxes, ça implique de rétablir l'indexation des revenus sur les salaires, puisque tout augmente sous les revenus, pourquoi on ne le ferait pas sur les salaires, les allocations et les pensions de retraités, et puis réaugmenter les salaires, augmenter le SMIC, les revenus. Voilà. Depuis 30 ans, ça va au-delà du cas Macron, c'est pour ça que je l'expliquais tout à l'heure. On a eu de cesse de répartir les richesses dans un sens toujours plus inégalitaire, au détriment du monde du travail et toujours plus pour la finance. C'est encore le cas aujourd'hui. Si on récupérait tout ce qui a été donné depuis 30 ans, on augmenterait tous les revenus de 300 € net par mois. Net par mois. Et quel est le problème? Je termine là-dessus. Macron il est dans une impasse. Je vais faire ça, mais je me mets à sa place 30 secondes aujourd'hui. C'est quoi son problème? C'est qu'il a eu de cesse d'expliquer qu'il ne reculerait jamais. Donc même s'il cède un peu, il va se contredire et il va se carboniser un petit peu plus. Qu'est-ce qui lui reste comme option? C'est de jouer sa dernière cartouche en disant « Je vais tenter un dernier bras de fer samedi ». Il ne sait pas ce qu'il fait, parce que la mobilisation va continuer. On va continuer à faire respecter le droit de manifester. Et si ça va au-delà, c'est-à-dire des mobilisations et des grèves, on en passera par ça. Et en effet, la question politique qui se pose, c'est soit il lâche du lest, soit il cède quelque chose, soit il cédera sa place. Mais on en est à ce degré de crise politique, et personne ne l'a voulu dans notre camp. C'est lui qui a pris ce défi-là vis-à-vis de tout le pays. Donc il récolte ce qu'il a semé lui-même. Et personne ne va verser une larme de crocodile sur son cas. Donc vous ne demandez pas une dissolution ou un référendum, on est bien d'accord, Olivier Besancenot. Mais s'il part, c'est pas pour avoir un autre gouvernement au sein de cette majorité bancale. S'il faut dissoudre l'Assemblée nationale, on peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais pardon de le dire, c'est pas simplement pour avoir de nouvelles élections. C'est pas simplement une nouvelle fois pour nous faire le coup. Eux, ils ont loupé, on va en mettre d'autres à la place.
Je le dis, je le répète depuis quelques mois maintenant, c'est pas en mettant des nouveaux pions sur l'échiquier qu'on va régler quoi que ce soit. C'est les règles du jeu. Et d'ailleurs, je constate dans ce mouvement tout à fait hétéroclite, c'est vrai, mais que les questions démocratiques sont très présentes sur l'idée qu'en effet, ce serait l'occasion de tout remettre à plat, c'est-à-dire d'essayer d'inventer un système démocratique où il n'y ait pas de professionnalisation de la politique, une démocratie qui fonctionne du bas vers le haut, une démocratie où on a la possibilité d'avoir du pouvoir pour la majorité, d'avoir un droit de contrôle sur ses élus et de pouvoir décider, y compris sur des questions économiques, parce que les questions de violence, on les traite toujours dans un seul cas, celles qui sont visibles, les tags, les flammes. Aujourd'hui, le cas par exemple de quelqu'un que je connais bien, de ses 900 compagnons, collègues de travail, Philippe Poutou à Ford. La violence, c'est quoi? C'est qu'eux, ils attendent lundi pour savoir si oui ou non le repreneur sera accepté par l'usine Ford actuellement. 900 personnes, sans parler des emplois induits. Et des exemples comme ça, je peux en prendre en pagaille. Cette violence-là aussi, elle ressurgit. Et ça aussi, c'est pour moi, d'un certain point de vue, une bonne nouvelle. Même si ça déstabilise, même si on préférerait que tout aille bien, non, à un moment donné, ça ressurgit. Et il faut l'affronter en tant que tel. Politiquement, c'est intéressant ce que vous dites, mais ça existe déjà dans un pays quelque part où c'est une innovation, une création que vous réservez? Non, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je crois que je ne vous ai pas convaincu à l'époque. Pour l'instant, d'après moi, ça n'existe nulle part. Bon, très bien. C'est-à-dire la société où la majorité déciderait pour elle-même. Voilà. Mais ça serait une création. Pardon. Ça existe un peu. On aurait peut-être le droit d'inventer, non? Après tout. Non. D'être imaginatif, Louis Alliot? Ça existe largement en Islande et il y a eu de très nombreuses expérimentations, y compris au Canada, d'approfondissement de la démocratie. Et effectivement, c'est la question qui est sur la table aujourd'hui. C'est l'approfondissement de la démocratie, l'évolution de nos institutions vers un tout système. à l'heure, il disait 200 €, tout est réglé. On n'a pas... Alors, Louis Alliot, on ne respecte pas le peuple. Je veux dire, on a un régime représentatif qui ne représente pas. Il faut la proportionnelle pour qu'il y ait toutes les sensibilités qui soient représentées, ça c'est une chose. Il faut le référendum. Enfin, c'est quand même aberrant de voir qu'aucune question n'est posée aujourd'hui aux Français directement, des questions importantes. La seule fois où on a posé une question aux Français, en tout cas la dernière fois, c'est lors du référendum constitutionnel en 2005. On n'a pas respecté leurs paroles. Les gens disent mais à quoi ça sert d'aller voter? On a manqué la démocratie locale. Aujourd'hui, les maires n'ont plus aucun pouvoir. Ça a été transféré aux communautés d'agglos. Et les citoyens se demandent bien de quel côté est le pouvoir aujourd'hui pour leur quotidien. Les régions, ça a été une aberration, la fusion des régions. Vous savez combien a coûté l'Occitanie, par exemple, de plus que ce que coûtaient 2 régions séparées? 1 milliard d'euros de plus par Madame Delga, ancienne socialiste. Mais les gens, ils en ont marre, ils sont prêts à exploser. Et d'ailleurs, ils explosent. J'ajoute, j'en termine, Madame Ferrari. Oui, mais je voulais vous faire répondre à ce qu'a dit Olivier Besancenot. Souvenez-vous la campagne électorale des présidentielles. Ceux qui disaient il faut voter Macron, sinon ça va être le chaos. Ils l'ont, le chaos, là, avec M. Macron, et ça ne m'étonne pas. Et sur ce que propose Olivier Besancenot, cette espèce de société participative, même si le mot est un peu connoté, et avec des décisions qui sont prises par la base. Mais c'est la démocratie. La base met des représentants et ces représentants respectent la parole du peuple. Mais quand vous avez des représentants qui se font élire pour faire la politique qui est l'inverse de celle qu'ils ont proposée pendant les élections, vous arrivez à ces aberrations. Mais ça, c'est la fin du processus. Ça fait 40 ans que ça dure, hein, qu'on promet aux gens et qu'on ne tient pas. Et bien aujourd'hui, vous avez ça. Plus personne ne croit en rien. Le début de l'anarchie. Et l'infiltration que l'on connaît. Ce qu'on a vu avec la députée qui ne sait pas répondre à combien est le SMIC, alors qu'on a 3 semaines de mouvement social basé quand même sur cette revendication, entre autres. Enfin bon, elle est sur les plateaux. Je vous avoue qu'on a beaucoup de mal à trouver des députés de la République En Marche qui viennent défendre le 10e arrondissement quand même, à Paris. Le 10e arrondissement de Paris, c'est pas là où les Parisiens les plus privilégiés habitent. Donc ça veut dire qu'elle ne sait même pas combien gagnent ses électeurs. Donc potentiellement. Donc, non, je trouve ça catastrophique parce qu'on parle d'une crise sociale, mais aussi corrélée à une crise de la représentation. Je suis désolé, la crise de la représentation, on va me taxer de populiste, de démago, mais j'assume. Quand un député sait pas combien coûte un ticket de métro, une baguette, le SMIC, mais c'est la vie quotidienne, le litre de gasoil. Je veux dire, c'est la vie quotidienne, ça, à un moment donné. Alors, et elle nous dit, mais après, vous voulez pas d'être technocrate. Mais c'est pas être un technocrate que de répondre à ces questions, donc, je dirais, courantes de la vie quotidienne. Il est à combien le gasoil? Il est à combien le gasoil aujourd'hui? Ah ben, moi, j'ai fait le plein à 1,70. Donc, tu le payes cher. 1,41. 1,41. 1,70. Oui, à Paris, faut changer. Hein. À Paris, 1,70. À Paris, 1,70. Et le ticket de métro, je peux même te dire à quoi il est, et même la carte Navigo, donc, pour te dire. Donc la réalité, c'est qu'à un moment donné, ce sentiment de hors-sol, de déconnectation, je veux dire, c'est l'image qu'il renvoie aujourd'hui. Il faut reconnecter avec cette population qui souffre, donner le sentiment non pas qu'on vit comme elle, ça ce serait de la démagogie, mais qu'on entend, qu'on comprend et qu'on sait ce qu'elle vit, même si on ne vit pas ce qu'elle vit. Mais il n'y a pas que la démocratie politique, la démocratie syndicale. Les syndicats ne représentent plus
je veux dire, les intérêts de... Mais le problème, il est là. Donc plus personne aujourd'hui ne représente le peuple de France. Ni les élus, parce qu'ils sont hors sol, la majorité, et ne répondent pas, ni les syndicats, parce qu'ils sont complètement dans un corner et ils n'arrivent pas à en sortir, parce que là aussi, 40 ans de dégâts et de démagogie totale qui font qu'aujourd'hui, les salariés, les ouvriers ne sont plus représentés par les organisations syndicales. Olivier Besancenot, la représentation d'un syndical n'existe plus aujourd'hui pour vous ? Alors, une crise de représentation politique, syndicale, associative, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais moi, comment dire, il n'y aura jamais de garantie individuelle sur le personnel politique. Jamais. Ceux qui se présenteront à vous en disant « Moi, promis, juré, craché, je connaîtrai tous les prix de l'alimentation, tous les prix des transports, je ne vous la ferai jamais à l'envers », ne les croyez pas. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. La réalité, c'est qu'il faut des règles collectives. Et des règles collectives, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est de la démagogie, mais dans ces cas-là, moi, je l'assume, cette démagogie-là. Les élus gagnent beaucoup plus que 80% de la population. C'est pas normal. Puisqu'on ne fait pas de démagogie, si tu as un mandat, parce que tu ne peux pas tout décider localement, mais dans leur démocratie que j'imagine, je pense qu'on pourrait décider au moins 85% localement, mais il y a des choses que tu dois déléguer. Si tu délègues, voilà. Mais allez, les élus locaux sont attendez, vous braquez pas sur les statuts, ça va au-delà des statuts de qui est quoi. C'est ce qu'on dit. Non, c'est la question des mandataires. Si vous posez la question en termes de projet de société, si vous envoyez des mandataires pour vous représenter dans une autre assemblée qui va discuter avec d'autres, je ne comprends pas que ces représentants et ces représentantes puissent gagner plus que le salaire moyen de la majorité de la population. Tant qu'on n'aura pas institué cette règle-là, la politique pourra devenir un métier, une profession, une carrière. Et tant qu'on pourra faire carrière en politique, il y aura des carriéristes de tous bords. Ça, c'est une solution concrète qui peut être discutée, on peut ne pas être d'accord, mais en tous les cas, la piste, c'est de discuter de règles collectives plutôt que de dire carrière quelque part, vous le preniez. Mais moi, je fais carrière en politique, moi. Bah oui, je fais carrière en politique, de la politique depuis 20 ans. Non, mais excusez-moi, moi, écoutez, je fais du journalisme, vous faites de la politique. Écoutez, je vais vous dire, l'expérience, ça compte. C'est pire que ça. Moi, je milite depuis 30 ans et j'en suis fier. Et je vous en félicite. Mais je vais vous dire quelque chose. Je suis un militant. Oui. Moi, je travaille au guichet et je continue à le faire. D'accord ? Mais oui, voilà. Je continue à le faire. On fait tous carrière, non, comme on peut, mais plus ou moins. Et c'est vrai pour tous les camps politiques qui, depuis des années, je crois beaucoup à l'expérience. Campent, ils ont planté un bivouac dans leur carrière professionnelle. C'est ça dont on est en train de crever actuellement. Alors, ce qu'ils synthétisent le plus, c'est la Ve République, mais il ne suffira pas de changer simplement de numéro. Il faudra discuter de solutions concrètes. Et en effet, ça percute tout le monde, y compris le mouvement syndical, y compris la représentation politique. C'est comment en finir, pas simplement avec le libéralisme que j'exècre, mais aussi une forme de bureaucratisation qui touche beaucoup plus de monde qu'on ne veut bien croire. Alors, le salaire moyen, ça serait quoi pour les élus que vous préconisez au-dessus du SMIC? Le salaire moyen, c'est 2200, paraît-il que c'est ça. Les élus qui ne touchent pas ça, des maires dans la ruralité. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? En quoi ça serait drôle? Dans la ruralité. Il y a 80% des gens qui vivent avec moins de 2200 euros. 24 heures 24 au service de leur commune et de l'administré, ils ne touchent pas ça, ils touchent 500-600 euros. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a des élus, la majorité des élus en France ne touchent pas des salaires mirobolants. Et pourtant, ils sont au service de leur population tous les jours. Et notamment les maires. C'est ce que je viens de dire. Absolument. Et ça, personne n'y pense. Voilà, on se focalise. À juste titre, il a raison, il y a un problème de statut des élus en France. Mais personne n'en parle, évidemment. C'est un peu le... Alors, qu'est-ce que vous recommandez? Des maires de communes moyennes qui ne se représenteront pas. En plus. Non pas seulement parce qu'ils viennent pas assez, parce que déjà ils viennent pas assez. Parce qu'ils n'ont même plus de pouvoir face à la population. Et c'est le premier élu de proximité. Alors, qu'est-ce que vous recommandez alors? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux élus? Il faut tout mettre à plat, comme le dit Olivier Besancenot? Moi, sur ça, je suis persuadé. La démocratie, elle est à rénover de fond en comble. La Ve République est en train de mourir. D'abord parce qu'elle n'existe plus, elle a été révisée 24 fois. Et ensuite, on voit bien que la déconnexion du peuple avec les élus oblige à rénover les institutions ou à en changer. Voilà. La proportionnelle, ce ne serait pas un luxe aujourd'hui, parce que la démocratie d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 50 ans. On est dans une démocratie d'opinion. Les gens ont besoin d'être représentés par tout le monde, par M. Besancenot comme par d'autres. C'est normal. Mais aujourd'hui, vous avez 380 députés à l'Assemblée qui disent ben non, nous on est majoritaire, on fait ce qu'on veut, parlez si vous voulez, mais nous on agit. Voilà, ben vous avez le résultat. Là. Olivier Besancenot, vous serez où samedi prochain? Dans la rue. À Paris? Dans la rue, à Paris, oui, bien sûr. Avec un mouvement qui sera d'ampleur, vous pensez? Je pense qu'il sera d'ampleur. Enfin, là, on est obligé de parler au jour le jour. Hein. Vous savez, dans ce type de situation de crise sociale et politique, il se passe en 24 heures beaucoup plus que pendant des mois de la vie, j'allais dire, ordinaire. Ça dépend de ce qu'il va annoncer. Mais si la petite musique que j'entends se confirme, c'est-à-dire on va changer de méthode, voire on en fait sauter un ou deux, mais on garde le cap, on garde le cap, Monsieur Macron prend la responsabilité de mettre cette société à feu et à sang. Et quand je dis à feu et à sang, qu'on comprenne bien une chose.
C'est pas ce que j'ai entendu, les formules délirantes de ce secrétaire d'État dont j'oublie toujours le nom, ministère de l'Intérieur, mais qui vraiment me passionne. Laurent Nunez. Il n'a jamais vu de personnes il a jamais vu autant de personnes extrêmement extrémistes. Mais il a une mobilisation populaire face à lui. Populaire. Avec en effet hétéroclite. Avec des gens qui apprennent à se reparler. On n'a jamais autant reparlé qu'en ce moment. À se redire des choses parfois agréables, désagréables, parce qu'il y a une fragmentation de la société qui existait. Je ne dis pas qu'elle est réglée, elle est collée à la vue. C'est des choses inacceptables, enfin franchement. Samedi. On a commencé par ça. Vous ne pouvez pas tout cautionner. On a commencé par ça avec Olivier Besancenot. Mais vous êtes en différé, là. Bah oui, vous êtes en différé. On peut refaire le différé et à chaque fois éluder les questions. Mais on a l'impression qu'on est à la croisée des chemins et il y a une attente de refondation de la part de la population, de ceux qui sont dans la rue, qui est très forte. Mais une refondation, malheureusement pour Emmanuel Macron, qui n'est pas sur le cap qu'il indique, qui même peut être effectivement à l'opposé. Et c'est là la difficulté pour lui. C'est qu'il y a une demande très forte de refondation, mais il ne sait pas y répondre parce qu'il est obligé de changer de braquet. Louis Alliot, samedi, vous serez dans la rue? Je serai à Perpignan, pas dans la rue, mais j'irai visiter les ronds-points et les barrages comme je l'ai fait depuis maintenant trois week-ends. Et vous redoutez des violences si effectivement il n'y a pas eu d'annonce? Oui, je redoute des violences pour plusieurs raisons. D'abord parce que s'il n'y a pas de réponse, effectivement, les policiers vont être là devant un cas de conscience. Hein, et c'est ce qu'a dit Marine Le Pen cet après-midi au Premier ministre. Vous serez peut-être le gouvernement qui fera tirer dans la foule. Ce n'est pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis, enfin, depuis plutôt la guerre d'Algérie. Et la deuxième chose, c'est... il y a des infiltrations dans ce mouvement. Les gilets jaunes d'il y a 3 semaines à Perpignan que j'ai vus ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a les mêmes, mais il y en a d'autres qui arrivent un peu. On appelle ça la zadisation des barrages. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs et qui commencent à semer la perturbation. Attention à ce phénomène-là, parce qu'il y aura de la casse au sein des gilets jaunes, parce que certains gilets jaunes de l'origine ne toléreront pas les infiltrations. Il n'y a pas de groupe d'ultra-droite. Vous savez, ce sont des amateurs. À côté de vous, ce sont des amateurs. À côté de moi, vous dites quoi? À côté de votre mouvement, oui. Mouvement, c'est sûr. Allez jusqu'au bout, déroulez. On infiltre le mouvement pour casser. À côté du mouvement trotskiste, cher monsieur. C'est ça que vous êtes en train de dire. À côté du mouvement trotskiste, vous êtes des champions du monde. Vous êtes des champions du monde. Allez-y, répondez. Je vais vous dire un truc très simple. Répondez, monsieur Moi, je ne suis pas cagoulé. Je suis un militant marxiste révolutionnaire. Mais ça marche comme ça. Mais écoutez, ça marche comme ça. Ne coupez pas mes phrases. Vous êtes la vitrine présentable de mouvements révolutionnaires totalitaires. J'assume ce que je suis et je le revendique, contrairement à vous. Et moi, je bégaye pas pour dire qu'il faut qu'il y ait une mobilisation d'ensemble. Ne souriez et je pas un tableau en disant d'un côté, 30 secondes, vous aviez le rictus de la violence sur le visage. Si le rictus c'est la violence, monsieur, je vous souhaite le rictus de la violence. Écoutez-moi. Il faut ouvrir les oreilles en plus. Oui, mais vous changez l'alternance. Parce que un coup c'est aller manifester sur les champs et puis ensuite partez au plus vite. Assumez. Vous êtes incapable d'assumer pourquoi? Parce que sur le fond, appelez à voter pour ces gens-là depuis 30 ans. Parce que sur le fond, vous avez un problème même vis-à-vis du fond des revendications de cette mobilisation. Mais pas du tout. Je vous laisse par exemple expliquer à tous ceux qui nous regardent comment vous allez faire baisser le prix du carburant. Vous qui nous dites qu'en permanence, il faut mettre des taxes aux frontières. Je rappelle qu'on importe 95% du pétrole. Je vous souhaite un beau numéro de magicien pour nous expliquer comment vous le ferez. Sur les salaires, Marine Le Pen, on lui pose la question, elle a bégayé. Voilà. Est-ce que vous êtes pour augmenter le SMIC? Non, enfin oui, peut-être. Peut-être le brut, peut-être le net. Vous n'êtes pas pour augmenter les salaires. Alors avec le rictus, je vous le dis, je suis pour augmenter les salaires et je serai dans la rue. J'infiltre rien, je suis un visage découvert. Vous savez pourquoi vous avez ce rictus là? Parce que vous êtes bien content de ce qui se passe aujourd'hui dans la rue. Ça a été toute votre vie et toute votre idéologie. Elle est de semer la perturbation et le chaos pour demain le grand soir qui n'existera jamais, monsieur Besancenot. Jamais. Donc pour vous, la mobilisation, c'est le chaos? Non, pas du tout. Dites-le à ceux qui nous regardent. Vos infiltrations dans un certain nombre d'endroits, Vos infiltrations, écoutez. Elles seront prouvées dans quelques jours, vous verrez. Mais je vous infiltrerai juste les genoux pour vous éviter de trembler la prochaine fois, mais c'est les seules infiltrations que je fais. Oui, mais méfiez-vous quand même. Quand M. Alliot parle de zadistes, il n'y a pas effectivement... Non, des infiltrations, c'est médical. Oui, d'accord. Non, mais est-ce qu'il y a effectivement des mouvements politiques qui s'agrègent désormais aux Gilets jaunes? Je ne sais pas si vous avez vu cette image. Pose la question. Bataille rangée entre 2 groupes de Gilets jaunes. Normal. Bataille rangée entre 2 groupes de Gilets jaunes. Classique. Ultra-droite contre ultra-gauche. Ça, c'est pas les Gilets jaunes.
Ça, c'est ceux qui veulent semer le chaos, qui pour moi ne sont pas représentatifs de la masse, de l'immense majorité des gens. Mais ça existe. Ils sont largement responsables du spectacle. On a des images qui... Nous, on a pu faire de la mise en scène, parce que je ne nie pas qu'il y ait des infiltrations, comme pas de problème avec ça. Mais comme moi, j'assume ce qu'on a fait depuis le départ, plutôt que de me mettre en scène d'ailleurs avec un gilet jaune, parce que je ne suis pas à la base de ce mouvement. Mais vous ne sentez pas systématiquement visé. Hein. Non mais d'accord. Simplement, nous, en tant qu'organisation politique, petite, humblement, on a répondu à l'appel de ceux qui initiaient ce mouvement et qui faisaient appel au mouvement social, au mouvement syndical localement, c'est arrivé dans un certain nombre d'endroits, pour justement faire bénéficier les traditions, justement pour éviter les niveaux de tension, voilà, et puis aussi parfois pour se tenir à bonne distance de la récupération de l'extrême droite. Et je suis très fier de tout ça. Non. Alors, la récupération... Rien qu'à ma place, pas plus qu'à ma place. Louis Alliot, récupération de l'extrême droite? Je ne sais pas, je ne suis pas d'extrême droite. Moi, je suis allé au rassemblement, au contact, discuter sans gilet jaune, parce qu'effectivement, je ne voulais pas qu'on dise que je récupérais le mouvement, en tout cas chez moi dans les PO. Et puis voilà, j'en reste là. Mais c'est vrai, il y a des groupuscules d'extrême droite qui étaient moins nombreux que les Blancs Blocs ou des choses comme ça. Voilà, c'est comme ça. Dans toutes les manifestations, ce que je constate, c'est que depuis maintenant plus de 10 ans, les manifestations à Paris notamment dégénèrent gravement. Donc on ne peut plus manifester à Paris, c'est ce que vous nous dites? Écoutez, moi, ça devient de plus en plus difficile. Mais malheureusement, on s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, des gens qui ont été pris ce week-end à Paris sont les mêmes qu'on avait déjà pris la semaine passée. Qui les a remis en liberté? En Velay, et puis à Toulouse, et puis qui les a remis? Ils sont forts. Non, à Toulouse, la semaine dernière, il n'y avait rien, M. Besancenot. Il faudrait se mettre à la page. Samedi, je ne sais pas, on m'a parlé de ça, mais ça va être une instrumentalisation. Il y a 15 jours, il n'y avait rien à Toulouse. Jean-Claude Dacier. Je pense qu'il serait temps que le président bouge et parle. Mardi, demain, ce serait pas mal, puisqu'il n'y a pas cette fameuse réunion. Je pense qu'on ne peut pas rester dans une situation politique aussi gangrénée que celle-ci et attendre que samedi se produisent de nouveaux incidents extrêmement graves. Il faut que le président, cette fois, y aille et parle au pays. Ça me paraît vital. S'il ne le fait pas, j'y comprends plus. Ça changerait quelque chose, Olivier Besancenot, que le président Macron parle? De quoi il parlera? Si par exemple, par malheur, il annonçait l'état d'urgence. Non. Bon, voilà. Non, puisqu'on a dit que c'est une catastrophe, notamment pour le tourisme. On est en période de fête, il faut faire attention aux touristes. Donc, comme j'étais presque surpris, parce que j'étais en effet d'accord avec vous, je pense qu'il faut qu'il parle, mais j'ajoutais pour dire des choses, et des choses qui peuvent être entendables pour ceux et celles qui, en effet, dans ce mouvement hétéroclite, on l'a bien compris, pour plein de raisons, se mobilisent, sont fatigués de se mobiliser, et puis je le dis, je le répète, il y a un ressort qui est extrêmement fort dans ce mouvement, mais qui date d'avant, parce qu'on peut avoir une vision, vous savez, policière de l'histoire, c'est des groupes qui machin, quand il y a quelque chose de plus profond, il y a quelque chose de plus profond. Il y a des gens qui se sont sentis meurtris par ces phrases assassines sur on donne compromis de cordée, les gens qui ne sont rien, les ouvriers illettrés. Ça, je me souviens qu'à l'époque, on avait face à moi un sourire un peu narquois en disant il raconte des histoires. Eh ben non, c'est extrêmement profond. Et ça, il le paye. C'est-à-dire qu'il a un orgueil complètement démesuré qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais même pas s'il est en capacité d'agir. Parce que dans la Ve République, enfin, c'est pas très paradoxal ce que je vais vous dire, hein, dans la Ve République et tout ce que je peux rejeter de la Ve République, c'est que jusqu'à présent, toutes ces présidences que j'ai combattues avec d'autres, il y avait des partis. C'est-à-dire qu'il y avait un certain retour de la société. On a voulu faire du neuf. Mais aujourd'hui, il est tout seul. Il est tout seul et autour de lui... je pense que ceux qui l'entourent doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Et donc il y a cette énigme supplémentaire qui s'ajoute. Il faut qu'il réfléchisse aussi sur sa manière de présider. Est-il encore capable, en prime, de faire les grandes réformes dont ce pays a besoin? Chômage, retraite. Je commence à... Un mot de conclusion, Louis Alliot. Il faut qu'il réponde vite et au plus humble d'entre nous. Et attention à l'argument de dire c'est en période de fête et il y a des gens qui n'ont pas de quoi se payer précisément pour... Oui, d'accord, mais de plus en plus nombreux. Je peux vous dire que quand vous discutez avec les gens au plus près de ces revendications, il y a vraiment aujourd'hui des gens en rupture. C'est pour ça précisément que la violence est en train de prendre le pas sur le reste. Rien s'il parle. Pas comme au Ah bah non, mais... Là, le chantre du pragmatisme qui est Emmanuel Macron, c'est une histoire pragmatique. On est d'accord. Une histoire concrète. Il joue son quinquennat, donc on est d'accord. Allez, on se retrouve dans un instant dans Punchline, édition spéciale pour l'audition de Christophe Castaner et Laurent Nunez. Ils seront interrogés par les députés. Ils doivent rendre des comptes sur ce qui s'est passé à Paris après les violences que l'on a connues. A tout de suite dans Punchline.